Tu peux me dire ce que tu es en train de faire là? Alors je finis mes notes et je t'explique tout ça. C'est une description de peuplement. Description de peuplement qui va me permettre d'expliquer en fait aux propriétaires concernés comment moi j'imagine la gestion de sa parcelle. Ça me permet de lui expliquer ce qu'on va faire sur les 20 prochaines années en fait sur sa parcelle. S'il est d'accord évidemment, puisqu'il reste quand même propriétaire, il reste décisionnaire. Je propose et il dispose, j'ai envie de dire. Donc là en gros, là, si je filme les arbres qui sont devant nous, là tu es en train de décrire les arbres qu'il y a sur la parcelle là, quoi. Exactement. Alors sans décrire évidemment arbre par arbre, mais vraiment décrire un ensemble, hein, ce qu'on va appeler un type de peuplement. Et puis par essence, c'est-à-dire ici on va trouver essentiellement pour les résineux de l'épicéa et puis pour les feuillus du hêtre ou du foyard comme on l'appelle dans le Haut-Jura, ça va être pour les épicéas d'écrire leur état sanitaire qui est de plus en plus préoccupant maintenant, hein, avec les réchauffements, les périodes de sécheresse successives. Et puis par rapport au hêtre, d'écrire son importance, sa branchaison, est-ce qu'il concurrence beaucoup les épicéas qui restent quand même l'essence emblématique du Haut-Jura. Donc voilà, le travail que je fais aujourd'hui consiste à ça, quoi. Donc là, si je regarde devant moi, là, il y a un gros épicéa, là. Il y a des petits arbres, là, ça doit être des petits foyards. Donc toi, ça veut dire quoi pour toi, concrètement, là? Tu vas couper ce gros épicéa ou les petits hêtres, là, tu vas les couper? Quand tu vois ce genre d'endroit, ça tu traduis comment, toi, concrètement, alors? Alors ce genre Juste d'endroit, ce qu'il y a devant nous, quoi, par exemple. ce genre d'endroit, c'est typiquement le Haut-Jura. Avec parfois des très gros bois résineux, parfois branchus, qui viennent sans doute historiquement d'anciennes pâtures laissées à l'abandon. C'est ce qui explique leur branchaison. Avec derrière le hêtre qui est l'essence, on va dire, colonisatrice ici. Si on raisonne uniquement à ce petit coin-là, effectivement, on peut envisager la coupe de ce gros épicéa qui a déjà bien vécu pour permettre la mise en place d'un peuplement feuillu derrière. Après, si on raisonne sur l'ensemble de la parcelle, est-ce qu'on a intérêt à ouvrir cet endroit-là pour laisser exploser le hêtre qui est déjà bien implanté ailleurs? Je ne crois pas. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faudra qu'on prenne en compte dans les opérations futures. Tu as une idée du l'âge qu'il a, cet épicéa, là, qui est devant On nous? est sur un arbre qui a au moins 150 ans à peu près, là. Ah, d'accord, donc il n'est pas tout jeune, quoi, celui-là. Non, c'est pour ça il faut qu'on le préserve. On peut prendre la décision en 2 secondes de se permettre de couper un bois qui a 150 ans, donc ça mérite quand même un peu plus de réflexion, hein. D'accord. Tu es en train de regarder des arbres, là. C'est quoi, ces arbres-là? Eh bien, le propriétaire de cette parcelle a une chance assez notoire, puisque c'est des arbres qui ne sont pas représentés en nombre important, mais qui sont très intéressants. C'est des érables sycomores. Alors qui sont intéressants, pourquoi? On en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment le hêtre, l'essence feuillue significative du Haut-Jura. Sauf que le hêtre, il a ses limites ici, c'est qu'il se limite à la production du bois de chauffage. Au contraire de l'érable qui ici, il se développe suffisamment bien pour permettre de faire du bois d'œuvre. Et il va nous permettre aussi de diversifier, on appelle ça diversifier la production forestière. Et on espère, on estime d'ailleurs, que ça sera un frein au réchauffement climatique et ça va permettre aux parcelles de beaucoup mieux résister au réchauffement climatique. Donc voilà en quoi, par exemple, ici, ces 2 érables sont super intéressants pour la parcelle. Après, on a vu des choses aussi moins intéressantes pour la parcelle, qui sont au sol. Je ne sais pas si tu veux qu'on en parle. Ah ouais, c'est donc... moins intéressantes ou pas, ça dépend de quel côté on se place, hein. Donc ici, on a des fumées de cerf, donc qui sont les excréments du cerf, hein, qui ont été faites très dernièrement. Montre-moi voir un peu, j'ai du mal à voir. On est ici, là. C'est ce qu'on va... d'ailleurs, c'est pas très... C'est des sacs de billes qu'on va trouver en forêt. D'accord. Et qui sont donc les excréments du cerf et qui dénotent évidemment sa présence sur la parcelle.
On a vu d'autres indices de sa présence, on a vu des frottis sur un arbre. Donc voilà, à surveiller. Alors je ne suis pas là pour mettre en cause la présence du cerf, au contraire, mais c'est simplement pour se rendre compte de son impact sur la régénération, sur le renouvellement de la parcelle. Tu en tiens compte quoi, dans ta description, toi tu regardes ces choses-là, tu dis tiens là il y a des cerfs qui peuvent... Alors dans la description il n'est pas très... Alors sans dire que ce n'est pas important de le mentionner, mais ça va être important de le mentionner, c'est surtout dans l'approche ensuite des travaux sylvicoles. D'accord. Puisque, donc on a discuté, à la suite de ma visite, on va sans doute prévoir une coupe et des travaux sylvicoles. Donc les travaux sylvicoles, au contraire de la coupe, au propriétaire, ça va lui coûter de l'argent, mais ça va permettre de favoriser tel ou tel arbuste. Et le fait de savoir qu'on a du cerf, eh bien, ça met en évidence le fait qu'il faudra qu'on soit très prudent dans les travaux, puisque si on ouvre trop la parcelle, eh bien, on va dire au cerf, bienvenue au restaurant, bienvenue à l'hôtel, donc ce n'est pas le but. Il va falloir trouver un sylviculteur qui soit capable d'enlever le minimum de végétation concurrente, mais en étant le plus efficace possible. Voilà l'enjeu de savoir qu'il y a du cerf ici. Alors là, je vois que tu ne regardes pas que les arbres non plus, parce que je te voyais que tu regardais un mur, là, tu regardes c'est des chemins, là. Ça, c'est les joies de la forêt privée, j'ai envie de dire. C'est une problématique qu'on ne retrouve pas forcément sur des forêts communales ou domaniales. C'est que dans les forêts privées, il y a forcément une problématique au niveau des limites. Et puis, on est dans une description de parcelle que je ne connaissais pas avant de venir ce matin. Donc évidemment, je ne connais pas les limites exactes. Donc voilà pourquoi je regardais un petit peu si je retrouvais ça. Ceci étant, on a quand même l'avantage maintenant, c'est d'avoir des outils assez performants au niveau de la géolocalisation. Ça va être nos téléphones. Et puis on a une autre chance dans le Haut-Jura quand même, c'est que souvent, c'est pas systématique, mais souvent les limites, elles étaient quand même bien matérialisées par des murs en pierre, comme celui qu'on voit derrière. Là. Ah, c'est ce que tu regardais là. Alors, exactement. Donc ça, c'est à chaque fois qu'on voit une chose comme ça éveille le gestionnaire que je suis en me disant, tiens, il y a sûrement une limite qui se joue par ici. Okay. Et puis, par rapport à la deuxième question que tu m'as posée, effectivement, ici on se trouve sur une desserte forestière, une piste. Hein. Alors, c'est une piste parce qu'elle est accessible seulement à des engins forestiers ici. Hein. On ne peut pas venir en voiture, et tant mieux d'ailleurs, ça évite de déranger trop le milieu. Et puis, le travail de cette visite, ça va être de dire aux propriétaires si les pistes sont suffisantes, si on en a assez, pour permettre le travail de sa parcelle, ce qui est le cas sur cette parcelle a priori, en tout cas pour les zones qu'on a prospectées jusqu'à maintenant, puisque si ça n'était pas le cas, il faudrait à nouveau prévoir un investissement dans ce sens, puisque s'il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de coupe possible dans un premier temps. Et donc tu tiens compte aussi de tout ça dans ta description nécessairement, puisque si on n'a pas de piste, ça va avoir une incidence négative sur le prix de vente des bois, c'est une évidence. Donc voilà, à la suite de ma journée, on va discuter forcément d'argent avec le propriétaire et ça doit faire partie de mon diagnostic. Sur cette parcelle-là, on est sur un volume compris entre 150 et 200 mètres cubes hectares. Alors, en extrapolant ça aux 8 hectares, on aurait quasiment 1000 mètres cubes de bois. Pour la fruitière, on a le souhait, on a une stratégie de prendre environ 10% du volume sur pied. Donc là, on va enlever, bon an, mal an, 100 mètres cubes, à peu près, en résineux. Ouais. Et puis, je pense qu'on va enlever un peu de feuillu aussi, ça sera un petit peu moins, je pense. Mais, parce que le feuillu, on va quand même le laisser, on se rend compte de son importance. Okay. Et puis, tu vois, dans la gestion, dans ma vision d'équilibre, si on prend 100 mètres cubes, qu'on va vendre, parce que là c'est quand même du joli bois, qu'on va vendre au BAMO 55 €, une rentrée de 5 500 €, ça payera largement les travaux forestiers, donc ça ne coûte rien au propriétaire, ça va lui rapporter même un peu d'argent, et puis ça fait vivre la parcelle. Donc si ça se passe comme ça, j'ai bien fait mon travail. Ouais. Tiens, tu me parlais de ces arbres qui ont l'air secs, là, d'après ce que je vois. Là. Ah oui, ils sont très secs même. Donc ça c'est quoi comme arbre au départ Alors ça, c'est des épicéas. Par contre, il ne faut pas qu'on se trompe
j'ai envie de dire, il ne faut pas qu'on se trompe de bataille. Là, il ne faut pas qu'on remette en cause les dernières sécheresses, puisque là, c'est un bois qui est sec depuis de nombreuses années, hein. Évidemment, si le propriétaire adhère aujourd'hui à la fruitière, c'est parce que son suivi de parcelle a été un peu négligé, on va dire, jusqu'à maintenant. Donc ça, un arbre comme ça, qu'il soit sec ou déraciné, on a vu un déraciné plus haut ensemble, c'est ce qu'on va appeler des chablis. Alors on peut, selon nos motivations, nos considérations, on peut faire l'exploitation de ces chablis tous les ans ou pas, ça dépend des propriétaires. Donc là, on voit que le suivi de la parcelle n'était pas fait. Ces chablis, notamment secs ici, ils sont restés debout. Aujourd'hui, leur valeur commerciale, elle est nulle. En revanche, leur valeur biodiversitaire, elle est énorme, puisque ça, c'est des bois qui vont permettre maintenant l'accueil de plein déjà des pics qui vont pouvoir se nourrir ici. Ça va permettre l'accueil de petits insectes. Donc c'est des bois qui ont plus de valeur maintenant sur pied sec debout que si on devait les enlever de la forêt. Mais on les repère comme ça. D'accord. Ça veut simplement dire, on les a vus, on sait qu'ils sont secs, mais c'est un choix, on les laisse pour la biodiversité. Donc les bûcherons, ils vont pas les toucher, quoi. Alors non seulement ils ne vont pas les couper, mais en plus s'ils ont d'autres arbres à abattre, ils doivent prendre cela en considération pour ne pas les abîmer si possible. D'accord. Alors après, avec le degré de difficulté que peut représenter un abattage à côté, on comprendra si ça se passe mal. Ouais. Mais dans leur approche de l'abattage d'un autre bois, ils doivent savoir que ces bois-là doivent être quand même préservés autant qu'un arbre sain. Donc là, si j'ai bien compris, ton système de gestion, c'est la futaie jardinée, là, ici, que tu veux mettre en place, hein, c'est ça? Alors c'est la futaie jardinée, c'est quelque chose qui est très... c'est un mode de traitement qui est très localisé sur le Haut-Jura d'ailleurs. Ce mode de traitement, il présente plein d'avantages. L'avantage d'abord de mélanger plusieurs essences, toutes les essences possibles d'ailleurs. On l'a vu sur la parcelle, là on a de l'épicéa, on a du hêtre, on a de l'érable, on a vu un sorbier en montant. Bon, on manque de sapin pectiné par contre, ça serait bien qu'on mette un peu de sapin pectiné. En tout cas, on a un mélange. La futaie jardinée, elle présente aussi l'avantage de mélanger tous les diamètres. Ce qui n'est pas du tout le cas lorsqu'on est sur un système beaucoup plus régulier. Donc voilà ce qu'on va rechercher en cherchant évidemment le meilleur équilibre qui n'est pas toujours facile à trouver. Mais l'avantage en forêt, alors je ne sais pas si c'est un avantage en fait ou un inconvénient, mais c'est qu'on a du temps. On n'est pas à quelques années près, je dirais, même si on se trompe, on peut toujours réagir. Par contre, si on fait une erreur dans l'autre sens ou on prélève trop, là, c'est beaucoup plus difficile d'intervenir sur ce qu'on a fait. Donc on a le temps, il faut prendre le temps. C'est ça qui est le plus difficile par rapport aux propriétaires qui sont souvent impatients. Mais il faut prendre le temps. Je crois que c'est le maître mot de la futaie jardinée. Alors là, on est sur une parcelle d'à côté. Et puis là, tu as marqué des arbres, alors si j'ai bien compris déjà là. Ah, tout à fait. Tu as fait ça quand alors? Mais déjà, le fait qu'on soit sur une parcelle, c'est une parcelle voisine, mais qui est aussi intégrée à la fruitière. Donc c'est là qu'on pèse tout l'intérêt de la fruitière, puisque même des propriétaires, quand on les regroupe, on s'aperçoit que ça fait des surfaces intéressantes à gérer. Et au-delà de ça, effectivement, donc le martelage a été fait. C'est des bois que j'avais marqués avec ce qu'on appelle une griffe forestière et de la peinture, pour que le martelage reste un petit peu plus visible dans le temps, au cas où les bois ne soient pas coupés tout de suite. Donc ça, tu l'as fait quand? L'année dernière ou cette année? Je l'ai fait au printemps 2019. D'accord. Attends, je t'ai dit une bêtise. Non, au printemps 2020, pardon. D'accord, donc c'était au printemps dernier. C'était au printemps dernier, oui, pardon. Et donc les arbres là que tu as martelés, ils sont vendus ou tu vas les vendre? Alors ces bois-là, ils sont vendus à une scierie locale. Ils attendent plus que le bûcheron, j'ai envie de dire. Ça doit se faire normalement bientôt, hein. L'automne est la période la plus propice pour couper les bois, puisque les bois ne sont dépourvus de sève, il n'y en a plus maintenant. Et donc on va limiter les dégradations au peuplement qui restent.
Puis, ouais, puis l'hiver, il doit y avoir de la neige là, j'imagine. Ouais, pas mal, là, Ouais. on est à peu près à 1000 mètres d'altitude, donc... Ouais, Mais l'exploitation en temps de neige ne fait pas beaucoup de dégâts, hein. Donc, d'accord. alors on n'attend pas qu'il y ait 50 cm non plus, mais s'il y a 10 ou 20 cm, c'est pas très gênant. C'est pas très gênant. Donc là, Et tu as marqué un épicéa, c'est ça là? Tout qui est à devant fait. nous. Donc c'est un épicéa de 55 de diamètre, à peu près 2 mètres cubes et demi. Alors pourquoi est-ce que ce bois-là est marqué? Après, c'est à chaque gestionnaire sa sensibilité. On aurait très bien pu le laisser, hein, tout s'entend en martelage. Ce qu'il faut, c'est être raccord avec ce qu'on est en train de faire à côté sur la fiche individuelle, c'est se dire on a un objectif, on veut faire telle ou telle chose. Est-ce que ce bois-là, il rentre dans l'objectif? Eh bien, pour moi, il ne rentrait plus dedans, dans la mesure où il a déjà atteint un diamètre qui est assez conséquent, et surtout, il présente un aspect sanitaire qui n'est pas très joli. Donc, moi, personnellement, en tant que gestionnaire, je ne peux pas dire au propriétaire que ce bois-là, il va survivre encore pendant beaucoup d'années. Donc, si je dois tout mettre en parallèle, le rôle productiviste de la forêt, le rôle de protection sociale, tout ça, eh ben, je me dis que ce bois-là, il vaut mieux l'enlever. D'autant plus qu'on voit autour un joli peuplement qui est constitué d'érables, de hêtres. On est à un endroit où on sent que le sol n'est pas génial puisqu'il y a beaucoup de feuillus. Donc je me dis que ce bois-là, il vaut mieux l'enlever. Mais il aurait très bien pu rester également. Je pense quand même qu'il faut qu'on arrive à diversifier notre production sur des jolis feuillus comme on voit à côté. Et puis aussi, on voit aussi des perches résineuses tout autour. Ça, c'est vraiment le fait d'enlever des gros bois pour que des plus petits poussent ensuite. On est dans le fonctionnement clinique de la futaie jardinée. C'est ce que tu as fait avec le hêtre qui est marqué là alors. Et puis, Voilà, exactement. On enlève ce hêtre aussi, puisque donc on voit déjà au niveau, on va parler de conformité des bois. C'est un bois qui est tout tordu, qui est plutôt bien branchu, et surtout qui concurrence directement ce qu'on va appeler une tâche de régénération, puisqu'on voit plusieurs petits épicéas de diamètre entre 5 et 10, on va dire. Et donc ces épicéas-là, pour se développer, eux, ils ont besoin de lumière. Et c'est exactement ce dont le hêtre les prive l'été. On ne s'en rend pas bien compte ici puisqu'on est à l'automne, mais là on voit que le couvert est très fermé, donc il fallait ouvrir un petit peu pour ces épicéas. Ce que tu appelles le couvert, c'est les feuilles, c'est ça? Exactement. D'accord. Exactement. Okay. Alors après, il faut aussi, quoi qu'on fasse, il faut le faire de toute façon avec modération, puisqu'on s'aperçoit même là dans ce cône de régénération, enfin dans ces perches de régénération, elles n'ont pas toutes une conformité géniale non plus. Donc on ne va pas sacrifier tous les foillards, tous les hêtres aux alentours pour faire pousser ces épicéas-là. C'est déjà, on est à nouveau dans la notion d'équilibre comme d'habitude en futaie jardinée de toute façon. Là on voit, là tu parles de ces petites perches, il y en a une qui est abîmée au pied. Là, voilà, c'est tout à fait. Là. Alors c'est... là on peut... C'est difficile... On voit là, elle a été frottée. Elle a sa défense naturelle pour compenser cette frotture. Eh bien, ça va être le fait de couler la résine. Hein, c'est pour cicatriser. Sans me tromper beaucoup, je pense, parce qu'on voit là aussi. Alors, il peut y avoir deux raisons à ça. Hein. Soit un arbre a été exploité par ici, et puis en débardant cet arbre, c'est venu frotter celui-là sans enlever l'écorce. Ici, on voit bien que la dernière exploitation remonte à très très longtemps, on ne voit pas de souche. Donc cette explication-là ne tient pas. Donc a priori, je dis bien a priori, ça doit être un cerf qui a frotté ses bois sur cet épicéa-là. Et dans la mesure où c'est un épicéa, il y a la pourriture qui rentre dans le bois. Donc ça, c'est un bois qui est condamné, qui n'a pas d'avenir sylvicole. Et le cerf, il se frotte contre pourquoi? Pour quelle raison? Alors, il y a plusieurs raisons. Le cerf, donc, comme son nom l'indique, c'est un cervidé qui jette sa tête tous les ans. Donc, ça veut dire que ses bois tombent. Les bois tombent au moment février-mars à peu près pour le cerf. Il repousse ensuite au mois de juillet en velours. Et pour se débarrasser, entre guillemets, du velours qui est sur les bois, les cerfs se frottent sur les épicéas. Et autre chose, ils frottent aussi les épicéas pour marquer leur territoire au moment du brame. Mais bon, compte tenu de la couleur de cet épicéa-là, ça c'est une blessure qui est plutôt ancienne. Hein. Ça n'a pas été fait en 2020. Ça, ça okay. C'est non. Et puis voilà, donc
Sur ce rond de régénération qu'on a ici, on a une perche frottée, donc pour l'instant, ça ne remet pas en cause la pérennité du peuplement. On est devant une parcelle qui rentre dans la fruitière, là, d'après ce que Également, tu m'as dit. ouais, donc Donc là j'aurais envie de dire autre parcelle, autre configuration, autre propriétaire, et puis autre historique surtout. Ça c'est le lot de, je dirais que c'est le lot de toutes les parcelles forestières, hein, qu'elles soient privées ou communales. Il y a une histoire, il peut y avoir des accidents, des choses comme ça. C'est le cas de cette parcelle-là. C'est pas un accident, c'est un choix qui est discutable de couper au diamètre. Et on s'aperçoit maintenant que on a une forêt qui est très, très rajeunie évidemment, mais surtout qui manque cruellement de couvert quand même maintenant. donc là, ils ont coupé les gros arbres, alors c'est ce que tu me dis là. Exactement. Ouais. Il faut envisager la suite. Et donc la suite, elle va se passer par des travaux forestiers. On va choisir les tiges qu'on va favoriser par rapport à d'autres. Donc ça, on est sur une partie plutôt riche en bas, là, donc ça sera cette problématique-là. Par contre, à mesure qu'on remonte dans la parcelle, on va arriver sur un peuplement de plus en plus pauvre, où là, on pourra même envisager des... Alors un reboisement, ça serait un terme excessif, mais en tout cas des enrichissements, puisque la régénération n'est pas présente partout. Donc voilà, la question qu'on s'est posée avec le propriétaire, c'est quelle essence on va introduire ici, quels étaient les besoins. Donc par rapport à tout ce dont on a parlé ce matin ensemble, on est parti sur sapin érable, qui sont deux essences qui sont possibles ici, mais qu'on ne trouve pas en quantité importante. Donc c'est des essences qu'on va apporter là-haut. Alors, on en a parlé tout à l'heure, il y a du cerf hein, sur ce secteur, on est sur le même secteur. Par contre, tous les plants qu'on va apporter, on est obligé de les protéger individuellement contre le cerf. Ah oui. Donc ça limite forcément la densité de plants qu'on va pouvoir apporter, mais ça sera bien fait, quoi. Il faut absolument que ceux qu'on amène, ils arrivent à terme, c'est vraiment le but. Là. Donc là, le propriétaire, il va falloir qu'il investisse, quoi, là. Il n'a pas le choix. Alors, il a le choix, hein, il aurait pu ne pas venir à la fruitière, il part dans un objectif de gestion durable. Donc, si on veut réparer un peu ce qui a été fait, il faut qu'on investisse de l'argent. Et puis, il l'a accepté, il n'y a pas de problème, donc on part là-dessus. C'est comme ça arrive, c'est pas... Ouais. Okay. On ne jette pas la pierre, hein, on peut faire des erreurs, ce qu'il faut, c'est essayer de les rattraper derrière. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc voilà, des travaux forestiers sur le bas de la parcelle et puis un enrichissement sur le dessus, après un petit passage en travaux forestiers. Donc voilà, typiquement le genre de parcelles qui ne rapporteront quasiment plus rien à un propriétaire sur les 20 ou 30 prochaines années. D'accord, ok. Donc voilà, c'était simplement pour bien spécifier que chaque parcelle est différente, chaque propriétaire est différent. Et il faut faire... La difficulté du travail de gestionnaire privé, je dirais, c'est qu'il faut faire avec les sensibilités de tout le monde, avec les envies de chacun. Et puis... Oui, puis il faut que le propriétaire soit convaincu, quoi. Voilà. Là, après, c'est aussi notre travail. Hein, on a, nous, des convictions qu'on doit réussir à faire passer. Si on n'y arrive pas, ça arrive, hein, c'est comme ça, mais c'est notre sort, ça aussi. C'est notre travail mais bon, je pense que quand on est convaincu de ce qu'on avance, on est aussi plus convaincant. Oui, c'est sûr. Oui, c'est vrai. Là, ici, il y a des certitudes. Il fallait aider le peuplement à se refaire, on va dire, un petit peu plus vite que naturellement. Le propriétaire l'a accepté, voilà. C'est ce qui va être fait. Alors, salut. Tu peux nous dire un peu, nous parler un peu de ton métier? Ouais, alors un métier... varié, c'est quasiment jamais le même de jour en jour, puisque donc en tant que gestionnaire forestier, ça englobe plein de choses, d'autant plus que moi j'y associe la réalisation des travaux forestiers. Donc, mais là, je dirais que le nerf de la guerre de mon métier, c'est de conseiller les propriétaires sur les opérations qu'ils peuvent faire ou non, sur le coût que ça peut leur coûter, sur ce que ça peut leur rapporter. Et puis après, c'est moi qui mets tout en place à partir du marquage des bois qui vont être enlevés jusqu'à la commercialisation. Donc voilà,
un beau métier, d'autant plus beau que aucune parcelle ne se ressemble finalement. Toutes les parcelles sont différentes, donc jamais cette impression de lassitude. Toutes les forêts sont différentes. Voilà. Tu peux nous dire où on se trouve là exactement à peu près? Alors là, on est sur la commune de Longchaumois, enfin sur le territoire communal de Longchaumois, puisqu'on est sur des propriétaires privés. C'est l'ASA des Prés-Martin qui va toucher la Combe-Sambine, qui va relier ensuite Longchaumois à Prémanon. Donc on est sur le Haut-Jura. C'est pas le tout Haut-Jura, mais on est déjà assez haut en altitude. On est aux alentours des 1000 mètres quand même. Hein. D'accord, ok. Alors tu m'as parlé qu'ici, donc tu gères des forêts de propriétaires privés, mais tu emploies un terme que je ne connais pas, tu appelles ça la fruitière. Tu peux nous dire un peu qu'est-ce que c'est le principe de cette fruitière alors? Ouais, alors c'est assez récent pour moi comme pour la fruitière. Elle date de 2015, cette fruitière. C'est une association en fait qui permet à des propriétaires privés. Ces propriétaires privés sont sollicités par la fruitière justement pour savoir s'ils sont intéressés pour intégrer leur parcelle dans la fruitière. Et si les propriétaires acceptent, ça leur permet d'avoir différents services, notamment mes services de gestionnaire. Mais surtout, lorsqu'ils sont dans la fruitière, ce sont des propriétaires qui sont dans la démarche de gestion durable. On n'est pas sur des one-shot, je dirais, au niveau de la gestion. C'est pas on coupe et après on ne fait plus rien. C'est vraiment gérer dans la continuité pour faire les choses bien, je dirais. D'accord. Et donc là, c'est ce que tu m'as dit quand on regardait un peu la description des parcelles que tu faisais. On parle encore de gestion de futaies jardinées ici. Ah, tout à fait, mais c'est d'ailleurs mon cheval de bataille. C'est tellement valorisant de pouvoir gérer en futaie jardinée. Moi personnellement, je me sens tellement bien sur ces parcelles qui sont gérées en futaie jardinée, où on sent un dynamisme, on sent de la vie, on sent le renouvellement naturel, où on trouve, alors dans l'idéal, où on trouve toutes les strates possibles, depuis l'arbuste jusqu'au très gros bois. Donc ouais, c'est vraiment c'est ton ce que truc, je recherche. c'est vraiment Je suis né là-dedans, j'essaye de le promouvoir au maximum. Okay. Même si les choses changent un peu quand même. Hein. J'ai maintenant 40 ans, ça fait 20 ans que je suis dans le circuit. Alors j'ai commencé comme bûcheron, sylviculteur, pour maintenant être plutôt gestionnaire, garde. Mais les choses ont changé, on ne peut pas se permettre de faire les mêmes choses que ce qu'on a fait il y a 20 ans, notamment en termes de pourcentage de prélèvement. On était beaucoup plus agressif, je dirais, avec les parcelles, mais ça marchait bien, puisque les parcelles répondaient bien, donc il n'y a pas de souci. On ne peut plus trop se permettre ça, puisqu'on se rend compte que les parcelles sont stressées beaucoup plus facilement avec les diverses sécheresses et le réchauffement climatique en général. Et puis donc par rapport à ça, il faut aussi qu'on envisage le feuillu de manière différente, puisqu'on se rend bien compte de son utilité, notamment quand il fait chaud. Il maintient une humidité, il maintient un ombrage, il est important. Et donc il faut qu'on le considère différemment. Voilà ce qui a beaucoup changé dans le travail. Ouais, donc ta perception de la forêt a évolué tout au long de ces années, quoi. Complètement. Alors elle a évolué, elle continue. Hein. Je ne peux pas dire que je suis encore figé maintenant. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. J'ai récemment effleuré l'idée de gestion par rapport à la gestion des populations de grands tétras. C'est une notion que je ne connaissais pas et finalement que j'envisage maintenant quasiment à chaque fois, puisque c'est pas très compliqué finalement si on veut faire les choses correctement. Donc les choses évoluent, elles évoluent de manière perpétuelle. Il faut essayer de faire au mieux. Ok. Pourquoi tu es venu à la forêt? Bon, tu m'as dit que tu es né un peu dans le coin, que tu es proche de la forêt, mais pourquoi tu es arrivé à faire les métiers de forestier? C'était pas vraiment une vocation au départ. J'ai mon oncle Michel qui était dans la profession, qui était garde privé aussi lui. Et donc pour gagner un petit peu d'argent l'été, je suis allé travailler avec lui. Alors j'ai pas commencé à faire de la gestion, hein. J'ai commencé en rangeant des branches derrière un bûcheron, et puis en faisant de l'élagage de pénétration dans des plantations. Et puis d'année en année, j'ai continué à aller l'été avec mon oncle. Et puis
une fois venu le choix de mes études, on va dire un peu supérieures, après le bac en tout cas, je me suis vraiment posé la question de la forêt, puisque j'y avais pas réfléchi. Et puis c'est là que je me suis orienté vers un BTS gestion forestière. Et tout s'est enclenché, on va dire. D'accord. Depuis là, je suis jamais ressorti du cursus forestier en fait. Tu regrettes pas, quoi, on va dire. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire si j'étais pas allé en forêt surtout. Ouais, donc c'est ton milieu, quoi. La forêt, Ah c'est un ben, endroit oui, où... j'imagine vraiment rien d'autre. Tu sais, Ouais, ok, d'accord. Et comment... donc là, tu travailles dans le Haut-Jura, tu connais les forêts du Haut-Jura, puisque c'est ton métier d'y aller. Comment tu perçois, tu m'as parlé, tu as évoqué pendant qu'on se promenait, pendant ton travail, là, puis maintenant que tu as évoqué qu'il y avait des stress sur la forêt, comment tu perçois, toi, l'avenir des forêts que tu connais dans les 10-20 ans à venir, si tu arrives à avoir un avis là-dessus, quoi. alors j'ai un avis, je ne sais pas si ça sera le bon, hein, puisque de toute façon à chaque professionnel on aura une sensibilité, un avis différent. Euh, D'évidence, il faut forcément faire le distinguo entre les parcelles par rapport à notre situation géographique, les parcelles qui sont situées à partir du col de la Savine jusqu'ici, et puis celles qui sont situées en dessous du col de la Savine. Donc c'est quelle altitude ça pour toi? C'est pas tant l'altitude, mais Ouais. il doit y avoir aussi des mouvements comment dire, climatiques. Il doit se passer des choses, que le col de la Savine en lui-même, il est à 991. Je connais des zones sur le Grand Vaud qui sont un peu plus haut, hein. Les zones de Trémontagne, ça monte jusqu'à 1100 mètres. Mais je dirais que les parcelles depuis le col de la Savine jusqu'ici, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il y aura forcément des accidents un petit peu, mais ça restera localisé. Ça sera forcément dommageable pour le propriétaire qui sera impacté, c'est une évidence. Je n'ai pas de parcelle, donc c'est dur d'envisager ça. À condition qu'on ne fasse pas n'importe quoi, je pense qu'elles vont évoluer naturellement, correctement. Je pense quand même qu'il faut qu'on arrive à les diversifier un petit peu plus avec le sapin pectiné, qui lui offre une résilience un peu supérieure au réchauffement climatique. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de raison que ça se passe mal ici. D'accord. Toi, tu es assez confiant quand même, Plutôt, malgré ouais. tout, quoi. Plutôt, ouais. À condition qu'on ne fasse pas n'importe quoi, je pense que ça peut bien se passer. Ok. Après, je n'aurai pas forcément le même discours sur les parcelles situées sur le Grand Vaud déjà, par exemple. Même si l'altitude est pas basse, hein, on est sur des 850-900 mètres, mais on se rend compte sur les parcelles que je gère là-bas où il y a beaucoup plus de difficultés, avec des opérations, des coupes qu'on faisait de façon, je dirais, naturelle, classique, qui sont de plus en plus difficiles à faire, puisque dès lors qu'on intervient dans des peuplements où l'épicéa est majoritaire, eh bien, le stress engendré fait que ces parcelles bostrichent immédiatement derrière. Donc là, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et pour le coup, je n'ai pas vraiment la réponse à ça, à part me dire, quand j'ai des petites surfaces à gérer comme ça, c'est soit on fait rien, ou soit on enlève tout pour envisager autre chose. En tout cas, si j'avais une parcelle, c'est comme ça que je la gérerais, donc c'est ce que je propose à mes clients, de toute façon. D'accord. Tu parles de bostriche, c'est quoi le bostriche exactement? Donc c'est les scolites, un petit insecte ravageur qui nous cause bien des soucis maintenant et qui vient se nourrir de la sève des arbres et puis les fait sécher. Mais il se propage et il se développe de façon, on va dire, terrible pour nous en ce moment, puisque beaucoup de peuplements sont impactés. Donc dès lors que les peuplements sont touchés, en tout cas dès lors qu'un bois est touché par le scolite, il sèche et donc sa valeur commerciale diminue. On ne peut même pas chiffrer maintenant, puisque tout cela fait que le contexte par rapport au scolite est très compliqué en forêt, quoi. D'accord, ok. Tu m'as dit que tu gères les forêts des propriétaires privés, mais que tu fais aussi des travaux. Donc, oui. En gros, tu envisages la gestion, mais puis tu la traduis en faisant les travaux toi-même. Alors, tout à fait. J'ai bien compris. Tout à fait. De mon point de vue, la première gestion, le premier acte de gestion dans une parcelle forestière, c'est les travaux forestiers, puisque le sylviculteur, c'est déjà lui qui a la main c'est lui qui va choisir sur ce qu'on fait pousser ou non, sur ce qu'on va privilégier ou non, quelle essence, quel arbuste. Donc
selon moi, ça fait vraiment partie intégrante d'un acte de gestion à part entière. D'accord. Et je dois avouer que je prends entre guillemets beaucoup de plaisir dans des parcelles qui sont très intéressantes à travailler. Ouais, c'est valorisant parce que tu mets en place la gestion et tu l'appliques en faisant les travaux toi-même. Exactement. Tu fais ce que tu as dit, quoi, en gros. J'allais dire, ce que je vais rapporter d'une matinée comme on vient de faire, Ouais. je l'applique de A jusqu'à Z, quoi. Donc, D'accord. c'est vrai que c'est valorisant. C'est très valorisant. Ouais. Ok. Mais il faut trouver le temps de tout faire. Ouais, et ça, c'est de moins en moins évident. Ok. Mais écoute, je te remercie d'avoir participé à la chaîne et puis je te dis à bientôt alors. Eh ben, j'ai presque envie de te dire, c'est moi qui te remercie parce que, alors pas personnellement je dirais, mais au niveau professionnel, est-ce que je pense qu'il faut quand même attirer les gens sur les changements des professionnels de la forêt par rapport au réchauffement climatique, voir nos changements de position et aussi sensibiliser les gens sur le fait qu'on fait des choses, que nous aussi, malheureusement, là, il y a la crise sanitaire du Covid, mais il y a aussi la crise sanitaire forestière et elle est importante aussi. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas de vie en jeu, mais c'est également important. Et puis, ben, la forêt, c'est tellement un beau milieu qu'il faut la choyer, il faut la travailler. D'accord. En être bien, enfin. Mais écoute, il n'y a plus qu'à regarder la vidéo quand elle va être publiée, puis en espérant que beaucoup de gens la regarderont. Eh ben, voilà. J'espère. Merci beaucoup. À plus.